Mabrouk d'être là ce matin, puisque vous avez interrogé Éric Zemmour tout à l'heure, et vraiment ce sera intéressant de vous écouter. Thomas Bonnet, que vous connaissez, Joseph Massescaron et Joachim Le Floch Imad. C'est avec vous évidemment, Sonia, qu'on va commencer. D'abord parce que je trouve qu'il y a une forme de radicalité de la parole publique ou politique, si tant est qu'elle n'existait pas déjà. Elle était évidemment assez violente, mais j'ai entendu Marine Le Pen hier et les flèches décochées contre le président de la République, disons-le, sont très puissantes. Alors puissantes, violentes, on dit le mot qu'on souhaite. Et j'ai écouté Éric Zemmour tout à l'heure, et de la même manière, lorsqu'il dit, par exemple, Emmanuel Macron est un Mélenchon au petit pied, Mélenchon veut remplacer le peuple rapidement, Emmanuel Macron lui prend son temps, c'est un Mélenchon au ralenti. Disons que les mots sont forts. Et on va entrer dans une séquence présidentielle qui va nous amener pendant 2 ans. Vous interrogez régulièrement les hommes politiques et je sens que ces flèches décochées contre le président de la République vont chaque jour être, oui, plus violentes, on peut le dire comme ça. D'abord, c'est assez caractéristique des fins de règne. Et pour Emmanuel Macron, c'est vrai que la fin de règne arrive très rapidement et qu'elle va être quand même interminable parce que 2 ans, c'est sacrément long. C'est vrai qu'il y a une forme de radicalité ou une forme de lucidité. Et moi, je pense qu'une grande majorité des Français pensent qu'en grande partie, c'est une lucidité. La phrase, pour moi, je crois que vous l'avez dit sur ce plateau, ça restera l'une des phrases les plus graves, celle qui a le plus de conséquences. Moi, elle m'a profondément ébranlée parce qu'on peut reprocher à un président de la République d'avoir un manque de lucidité sur certains sujets, de ne pas être intéressé par des sujets régaliens. Mais enfin, on ne peut pas avoir un homme ou une femme, d'ailleurs, à la tête de l'État qui soit accusé ou en tous les cas à qui on peut reprocher un manque d'empathie à l'égard de parents de victimes. Ça, moi, je ne le conçois pas. Nous sommes d'abord avant des responsabilités des êtres humains et je pense que le premier d'entre nous qui a le pouvoir dans ce pays ne peut pas tenir ce genre de discours. Donc moi, je pense que ce n'est pas tant de flèches décochées, je pense que c'est vraiment... La plupart des opposants ont parlé avec leur cœur pour dénoncer une telle phrase qui n'a pas lieu d'être. Et vous faites allusion, évidemment, à bras nouachés sur les faits divers. Effectivement. Ce qu'il a dit. Vous avez été l'un des premiers à diffuser ce qu'a dit le père de Benoît, notamment. Donc on va écouter Éric Zemmour sur l'islam et dans le même temps, ce matin, Amélie de Montchalin a quand même déclaré « Nous devons prendre des décisions historiques, c'est le dernier moment pour avoir du courage, il y a un risque de tutelle des institutions internationales et de nos créanciers ». Ce que dit quand même Amélie de Montchalin, donc, qui est ministre des Comptes publics. Oui. Elle dit ça, je veux dire, 8 ans de Macronie, et on est... mais pour le président, tout va bien. C'est formidable d'ailleurs, mais ça va être... La curée, ces 2 prochaines années vont être absolument terribles pour lui. Vraiment absolument terribles. Parce que c'est l'heure des bilans, hélas. Alors écoutons Éric Zemmour d'abord sur l'islam, ce qu'il vous a dit il y a quelques secondes. Pourquoi je dis islam n'a aucune différence avec l'islamisme? Tout simplement pour une raison simple. Les islamistes ont un texte auquel ils se réfèrent, le Coran. C'est le même Coran que l'islam. C'est exactement le même, il n'y a pas de différence. C'est ce texte qui, évidemment, refuse la liberté individuelle, soumission, islam veut dire soumission. C'est ce texte qui refuse l'égalité. L'égalité, on parle toujours d'égalité entre hommes et femmes, mais il y a aussi l'égalité entre les musulmans et les infidèles. Et c'est ce texte qui ne connaît que la fraternité entre les musulmans et non pas avec les autres, même s'ils sont ses compatriotes. Donc l'islam, c'est l'islamisme, c'est la même chose. En revanche, chère Sonia, je distingue entre l'islam et les musulmans. Je veux dire par là que les musulmans, et c'est ce que je leur demande aux musulmans français, encore une fois aux Français de confession musulmane, je ne veux pas réformer l'islam, je n'ai pas cette ambition planétaire. Je ne suis pas Luther, vous voyez, je ne suis pas le Luther de l'islam, sûrement pas. En revanche, je leur dis, en 1789, j'ai l'habitude de dire l'islam n'est pas compatible avec la République, mais le judaïsme n'était pas compatible avec la République. Et les révolutionnaires, puis Napoléon, ont exigé des juifs des efforts qu'ils fassent pour rendre compatible leur religion. Et ça s'est fait à marche forcée. À marche forcée, et d'ailleurs, certains rabbins le reprochent encore aujourd'hui à Napoléon. Bon, il y a l'intervieweuse, et puis il y a également celle que je lis dans le journal du dimanche, et celle qui écrit, et c'est vous, bien sûr, Sonia Mabrouk. Donc je sais que c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations, souvent, avec lequel nous pouvons échanger, et je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que si l'islam, dit-il, est incompatible avec la République, les musulmans ne le sont pas. Et on a cette expérience chaque jour de vivre avec nos amis français musulmans, et il n'y a pas de soucis
avec la République. Donc je voulais avoir votre éclairage. Mais c'est compliqué parce que tout à l'heure, on interviewe un responsable politique. Je n'ai évidemment pas à donner mon avis, même s'il transparaît en effet quand même de nos convictions, de notre histoire et de notre parcours. Il est vrai que c'est un point de divergence, mais j'ai noté ce matin que Éric Zemmour, tout comme d'ailleurs Philippe de Villiers, veut parler aux Français de désir, comme les appelle Philippe de Villiers. Et moi, cette phrase qu'il avait déjà dite quand même pour être objective avec lui à Villepinte, je ne l'entendais plus depuis un certain moment chez Éric Zemmour. Moi, je pense que quand on aspire à être chef de l'État, on ne peut pas parler qu'à une partie des Français. Qu'il y a des Français qui le sont depuis 3 ou 4 générations et que vous n'avez d'autre choix, même si vous barricadez, vous fermez les frontières et que vous croyez à l'immigration zéro, vous n'avez d'autre choix que de vouloir les assimiler. Encore faut-il un projet. Le point de divergence, je vous avoue qu'il est plus... Il faut également qu'il y ait une volonté d'assimilation. Ah, mais ça, c'est tout le sujet. Mais encore faut-il un projet aussi. Il n'y en a pas depuis des années. Moi, j'ai parlé d'une expérience personnelle. Pourquoi, quand il dit islam, islamisme, c'est la même chose, ça me touche. Je peux comprendre l'analyse avec une profondeur historique, parce que c'est quelqu'un qui a une culture immense, Éric Zemmour. Et c'est vrai que ça change de certains responsables le matin. C'est très compliqué, une interview comme celle-ci, parce que soit vous entrez dans une discussion théologique, ce n'est pas mon rôle. Et je pense que c'est aux auditeurs et aux téléspectateurs de se faire leur avis. Mais moi, voyez-vous, j'ai été touchée dans ma chair par l'islamisme. J'ai perdu un ami qui était un frère d'âme en Tunisie, qui était parti pour quelques jours avec sa compagne en vacances en Turquie. C'était à l'époque où il y avait eu cet attentat dans une discothèque et ils ont été fauchés. Moi, j'ai eu la même éducation que lui, j'ai connu le même islam que lui, j'ai combattu, si je puis dire, chacun combat à son niveau les mêmes islamistes que lui. Je viens d'une société en Tunisie où j'ai vu ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère combattre cet islamisme-là. Donc ça me touche quand on dit que c'est la même chose, voilà. Et l'autre jour, Amine El-Khatmi a dit quelque chose de très très juste. Sa mère porte toujours le voile, mais c'est pas le même voile que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Mais oui, mais ça c'est extraordinaire parce que c'est le même voile et ce n'est pas le même voile. Reconnaissons aussi que cette société est en train de disparaître. Moi, je l'ai connue en Tunisie, on appelait ce voile le sefseri, c'était un voile blanc très élégant. Moi, je le voyais porté par mon arrière-grand-mère qui sortait à l'époque dans les rues. C'était malheureusement une autre société qu'on ne connaît plus. Il faut être aussi lucide et faire partie de ce... Voilà. Moi, je crois en cet avenir-là, d'une assimilation, non pas à marche forcée, je pense qu'elle peut être raisonnée et raisonnable. Encore faut-il qu'elle soit mise en place et qu'elle soit... Une réaction, en tout cas, sur les propos d'Éric Zemmour. L'islam n'est pas compatible avec la République et les musulmans sont compatibles avec la République. Je trouve que c'est le seul... Joseph Massescaron. Je trouve que c'est le seul homme politique qui essaye, il a sa position, mais qui essaye justement de comprendre ce qu'est l'islam. Et ça me frappe. Alors on peut dire en effet qu'il lance des interdits, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'il dit que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose, moi je pense plutôt qu'il y a une différence, non pas de nature, mais une différence de degré, et que cette différence de degré peut coûter la vie à ceux qui sont très loin de l'islamisme, comme l'a rappelé Sonia Mabrouk. Mais très franchement, chez Éric Zemmour, il y a un effort d'intelligence qui est fait et qui est rare dans la parole publique. Qu'on le condamne ou qu'on ne le condamne pas, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, ça, pour moi, c'est un fait irréfragable. Bon, sauf si Charlotte veut ajouter quelque chose, Charlotte Dornelas. Éric Zemmour là prend l'exemple du judaïsme, mais on pourrait prendre aussi l'exemple du catholicisme avec la République française. Pardon, la République française a dans ses racines une incompatibilité, elle, avec n'importe quelle religion. Elle ne supporte pas ça parce qu'elle veut imposer la sienne. Donc ça, c'est évidemment une question qui s'est posée à toutes les religions. Moi, ce que je pense intéressant, parce que en effet, moi non plus, je ne suis pas exégète du Coran, donc je ne vais pas me lancer dans ce débat-là de savoir qui a la bonne interprétation. C'est de fait, et on le voit bien dans les sociétés musulmanes, même dans le combat entre ces sociétés et l'islamisme lui-même, qu'il y a un combat au sein du monde musulman lui-même sur ce terrain. Moi, ce n'est pas mon débat, et c'est surtout pas ce que je demande aux responsables politiques de trancher ce débat-là, même à la limite d'y rentrer. En revanche, s'il arrive à distinguer les personnes des théories, même des actes qui sont posés,
alors c'est la seule chose qu'on lui demande. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais... Pascal, en Tunisie, j'étais à l'école française en partie, et chez les bonnes sœurs, c'est un peu le pendant des Pères Blancs, et on m'a non pas appris à aimer la France, c'était évident, mais dans les livres d'histoire que j'ai retrouvés, Sonia Mabrouk. eh bien, c'était une évidence de parler d'abord des zones, des zones d'ombre, il ne faut pas les cacher dans l'histoire française, mais aussi des zones et des pages lumineuses. Et j'ai retenu les pages lumineuses. J'ai retenu les pages lumineuses parce qu'on m'a enseigné, parce qu'on m'a inculqué l'amour de ces pages lumineuses. Il n'y a pas de secret. Il faut quand même inculquer... c'est presque simpliste et simple de le dire. Quand vous cultivez une détestation, vous n'avez que la haine, vous n'avez que le ressentiment. Quand vous cultivez la lumière, parfois vous avez un tableau avec quelques zones d'ombre, vous avez toujours les plus belles couleurs qui ressortent. 50 ans de détestation de la France avec le résultat aujourd'hui. Mais 50 ans... Inculqué. Ce que veut dire aussi Sonia Mabrouk, c'est 50 ans de détestation qui viennent aussi des élites. Mais bien sûr, des élites, mais surtout... Et cette détestation ruisselle... Bien sûr. C'est Emmanuel Macron lui-même qui s'est opposé au principe de l'assimilation auquel il veut substituer. Oui, mais ça va bien au-delà. C'est 50 ans de détestation de Napoléon, de Jeanne d'Arc, de ce qui s'est passé en 40, de Louis XIV, voilà, c'est 50 ans. Sur la question de l'islam, quand même, je suis pas sûr qu'on puisse réduire l'islam à l'islamisme. Il y a toujours eu deux approches dans l'islam, une approche spirituelle, une approche intériorisée et une approche politico-légalitaire. Le fait est que depuis la Narda au XIXe siècle, l'approche politique l'a emporté. Autre question, c'est est-ce que le Coran est créé ou pas créé? Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Non, n'entrez pas là-dedans. Voilà. Ça m'arrange. En revanche, je voudrais qu'on écoute le deuxième passage qui concerne cette fois Emmanuel Macron. C'est assez violent, disons-le. On écoutera ce qu'a dit Marine Le Pen hier, et c'est de la même eau. C'est-à-dire que le président de la République, à juste titre, sans doute, puisque c'est lui qui est comptable d'un bilan qui est catastrophique. C'est pas moi qui le dis, c'est Amélie de Montchalin, ce matin, qui est une de ses ministres. C'est-à-dire qu'elle dit on va être sous la tutelle. Philippe et Gabriel Attal, et Gérald Darmanin, et Bruno Retailleau. Donc il y a consensus pour dire que c'est une catastrophe. C'est ennuyeux, quand même, en 8 ans. Donc écoutons ce qu'a dit Éric Zemmour. D'abord, je note que Emmanuel Macron est passé en une semaine de bien jouer frère à brainwasher. Vous savez, vous me connaissez, le langage a pour moi une importance, il est très révélateur. Et là, comme par hasard, Emmanuel Macron a utilisé le langage de nos deux colonisateurs, si j'ose dire, c'est-à-dire la colonisation mondialiste, brainwasher, et la colonisation islamique, ce langage des racailles de la banlieue... qui s'appellent tous frères, d'ailleurs, c'est normal. Mondialiste et islamiste dans la main pour... Mais oui, il y a une alliance, pour l'instant, entre la colonisation mondialiste qui favorise la colonisation islamique pour détruire tout ce qu'il y a de France en France, tout ce qui reste de France en France. Emmanuel Macron, ça ne m'étonne pas de lui. Emmanuel Macron est l'incarnation de ce qu'on peut appeler la post-modernité, c'est-à-dire celui qui croit que les individus ne sont que des individus. C'est-à-dire qu'ils sont des individus absolument déracinés, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de mœurs. Que je crois au contraire que les gens sont des êtres enracinés, qu'ils ont une culture, un passé, des mœurs, une histoire, des héros, et que quand on les trimballe de pays en pays, ils gardent ses mœurs et ses coutumes et ses traditions et ses histoires. Et c'est notre problème. Vous ne leur reprochez pas de garder les mœurs et les coutumes. Mais bien sûr que je ne leur reproche pas, ils ne peuvent pas faire autrement. Emmanuel Macron, lui, fait venir, comme tous ses prédécesseurs, des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas nos mœurs, nos cultures, nos traditions et notre histoire. Et qui en plus ont un passé de conflits terribles, depuis les croisades jusqu'à la colonisation, avec notre civilisation. Bon alors, sans aller aux croisades, la colonisation, oui. C'est-à-dire que le moteur... C'est évoqué très Oui, mais souvent. bon... Non mais là c'est fondamental, parce que là, honnêtement, on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais il a une constance dans sa croyance qu'il faut un homme avec un grand H nu, débarrassé de tout, de toutes ses attaches, de toutes ses sentimentalités. Et en fait, je pense qu'il est sincère, Emmanuel Macron, quand il croit que tout nouvel arrivant arrive sans rien,
sans son bagage culturel. Et c'est là l'erreur fondamentale. Personne n'arrive sans son bagage culturel. La question, c'est est-ce que vous le posez un temps de côté, ou alors comment vous le posez en prenant dans votre cœur, dans tout ce que vous êtes, un autre bagage culturel. Mais voyez-vous, Emmanuel Macron, ça ne le dérange pas qu'il y ait une ville comme Toulouse qui arrive en France chaque année, mais les pays du Sud, par exemple, ça les dérange, on n'en parle jamais. Moi, je viens d'un pays, la Tunisie, alors on peut reprocher, je reproche d'ailleurs beaucoup de choses et la manière avec laquelle on peut traiter les migrants, mais je conçois que de l'autre côté de la Méditerranée, on défende une forme d'art de vivre et qu'on dise à un moment, ce n'est plus possible, c'est une question de nombre. Le nombre, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, on a perdu le pouvoir parce que le nombre nous dépasse complètement. Oui, mais pardonnez-moi, hein, l'autre jour, je le disais, le nombre, c'est l'autre définition du grand remplacement. Hein. Me semble-t-il. C'est-à-dire que c'est me semble-t-il. Pascal. C'est l'autre. Si on dit en histoire, il n'y a qu'une vérité, c'est la démographie et le nombre. Je me permets de dire que c'est l'autre définition du grand remplacement. Les grands remplacements d'Éric Zemmour, voilà, créolisation de Jean-Luc Mélenchon ou répartition des migrants d'Emmanuel Macron partout en France. C'est la même chose. Ce n'est pas mon avis que je donne là, hein, bien évidemment. Je fais un parallèle entre ces deux définitions qui me paraissent, au fond, exactement les mêmes. Éric Zemmour, troisième passage sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est un autre sujet. Jean-Luc Mélenchon, vous savez, c'est lui qui parle de nouveau peuple, de nouvelle France. Il dit même que ses électeurs de 2022 sont le tiers-État. Dans sa bouche, il connaît bien l'histoire de la Révolution française. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tiers-État, c'est le peuple français. C'est celui qui va prendre le pouvoir et qui remplace les aristocrates, les nobles, les rois, etc. Donc, pour lui, ses électeurs, avec un fort pourcentage arabo-musulman, sont le nouveau peuple français. Les Français de souche gênent l'avenir voulu par Jean-Luc Mélenchon, qui est de détruire la France et de la remplacer par un pays arabo-musulman, en tout cas dominé par l'élément arabo-musulman. Là-dessus, il a raison. Depuis 2022, le virage de Jean-Luc Mélenchon, c'est clairement celui-là. Vous parlez de grand remplacement, le mot a été employé désormais par Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que vous avez une partie de la droite qui dénonce un éventuel grand remplacement, une partie de la gauche qui appelle à un grand remplacement, puis vous avez au milieu un bloc central qui ne voit pas le sujet. Donc c'est quand même un véritable enjeu sur la question de l'immigration. Vous avez dit tout à l'heure dans votre édito que ce sera la question centrale pour 2020. Mais c'est intéressant. Tout le monde aura à se positionner là-dessus. Mais c'est intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Je trouve qu'il y a assez peu de papier là-dessus parce que c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a un mouvement important, d'abord de détention et ensuite d'expulsion, d'immigrés irréguliers. Et évidemment, ça déclenche des réactions parce que les amis, les parents, les sympathisants sont dans la rue. Bien sûr que ça déclenche forcément des réactions. L'immigration aux États-Unis, le premier, en tous les cas, récemment, contemporain, était Barack Obama. Hein. Ouais, plus de 2 millions de personnes. Il y avait eu beaucoup d'expulsions sous Barack Obama déjà, c'est juste que la situation sur le plan migratoire aux États-Unis est devenue hors de contrôle depuis. C'est 7,5 millions de clandestins qui sont rentrés sous Biden. Ce qui est délirant, Trump a été élu sur une promesse, rétablir le primat du politique. Le fait est qu'il s'en donne les moyens. Bon, on devine, vous qui interrogez ces hommes politiques chaque jour, vous sentez une montée en intensité parce que 2027 est un choix très important, disons-le. 2027 est un choix de société très important. Alors, on a tendance à dire que chaque élection, l'avenir de la France se joue, mais je crois vraiment celui-ci, ce scrutin-là est fondamental parce que nous n'avons pas eu de campagne présidentielle depuis un certain temps quand même. Et là, les choses se sont tellement cristallisées, il y a un tel besoin de trancher entre de vrais projets de société de civilisation que nous attendons tous finalement cette échéance qui arrive un peu trop vite peut-être pour Emmanuel Macron qui sent déjà le... Et si vous me permettez un commentaire personnel, c'est bien que dans cette élection, vous soyez avec nous en 2027 parce que, chère Sonia... Commentaire personnel. Chère Sonia, nous aurons... Une force de persuasion qui est... Chère Sonia, nous aurons besoin de vous. Nous aurons besoin de vous comme nous aurons besoin de Laurence et du couple que vous formez parce que c'est vrai que l'une et l'autre, interrogées, cet exercice, un jour il faudrait faire une émission sur l'exercice mais c'est un bonheur, vraiment, politique, de l'interview politique que vous maîtrisez toutes les deux
remarquablement sans jamais scier, alors que moi j'aurais une tendance parfois à un peu m'énerver, mais vous êtes toutes les deux, vous êtes alors là à poker face, oui. Vous êtes absolument formidables. Ça veut pas dire que le volcan en dessous n'est pas en éruption. Sous le feu, sous la glace, il y a le feu, mais là vraiment... Et ce que les gens, alors on va faire un peu de cuisine, ce que les gens ne perçoivent pas, c'est la difficulté, plus c'est court, dans l'interview politique, au fond, plus c'est difficile. Mais c'est-à-dire que Pascal, avec et ces interviews que vous faites d'un quart d'heure, forcément, elles sont extrêmement précises, j'ai envie de dire, elles sont chirurgicales. Alors que tout à l'heure, on va recevoir Éric Ciotti, et on est dans un autre rapport, parce qu'on est dans de l'animation, ce qui me paraît plus facile. Mais vous savez mieux que moi comment. C'est-à-dire, vous avez, et Charlotte et tous, vous avez 3 pages de questions extrêmement préparées, parce que je pense depuis une semaine, j'en pose aucune. En réalité, avec le temps, l'expérience et l'âge, maintenant, j'ai appris, en fait, c'est aux téléspectateurs et aux auditeurs de se faire leur opinion. Plus jeune, je pensais qu'il fallait être, comme on dit, entre guillemets, sur la bête, ne rien lâcher. Et j'ai compris aujourd'hui que, en réalité, par certaines questions plutôt neutre, c'est à l'invité. Et c'est vraiment aux gens qui regardent de se faire leur opinion. Et ce n'est pas aux journalistes d'être celui qui rentre dans le jeu.